Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième webinaire du MOOC AI40. On va se laisser un tout petit moment pour permettre aux ceux qui doivent nous rejoindre dans les instants qui viennent sans prendre trop de retard. Je profite de ce tout petit moment d'ouverture pour vous rappeler que la modalité du webinaire, c'est que les échanges se feront via le chat. Il est à votre disposition. Je vois que il y a beaucoup d'échanges pour dire bonjour, bonjour à tous, et que nous, avec Marie, donc on fera le relais pour faire remonter auprès des intervenants qui parfois ne peuvent pas tout faire en même temps. Donc voilà, on sera le relais de cette écriture pour que vous puissiez participer, parce que c'est un de nos souhaits, c'est que ces moments soient vraiment des moments d'échange et des moments un peu interactifs. Cette précision donnée, je vais me présenter rapidement. Moi, je suis Bénédicte Cardon et je travaille avec ma collègue qui est dans la fenêtre juste à côté de moi, même si nos bureaux sont un peu plus loin, qui est Marie Collin. Donc nous, on est tous deux ingénieurs pédagogiques à INRIA. On fait partie de l'équipe pédagogique du MOOC et on vous accueille aujourd'hui pour un troisième webinaire. Mais peut-être on va remettre quelques mots sur AI40, le projet et l'intention initiale. Et là, je laisse la parole à Marie. Oui, bonjour à tous, Marie Collin. Donc le MOOC dans lequel a lieu ce webinaire est le MOOC IA pour et par les enseignants, qui est lui-même issu d'un Marie projet Etégé, je européen. pense. D'un projet européen et ce projet européen s'adressant à 5 pays. Donc le MOOC a initialement été proposé dans ce cadre-là, dans le cadre du projet européen et pour une première expérimentation. Il est donc maintenant accessible à tous en France depuis le 16 novembre 2023. Alors il compte actuellement plus de 16 000 participants et surtout il propose un forum qui est une véritable richesse pour les participants, donc pour les enseignants en particulier, avec de nombreux partages d'expériences, des partages d'outils et d'usage de l'IA en classe, des points de vue par rapport à l'IA. Donc c'est associé au contenu qui est un contenu basé, essentiellement dédié à l'acculturation à l'IA dans le contexte éducatif. Il y a aussi toute cette richesse du forum qui fait vraiment partie de l'expérience du MOOC. Donc voilà, c'est intéressant avec ce double aspect. Donc voilà pour la présentation du contexte de ce webinaire. Merci à toi, Marie. Pour rappeler juste quelques chiffres, effectivement, aujourd'hui, il y a plus de 16 000 inscrits. Vous avez plus de 16 000 inscrits au MOOC AI40 et dans le forum qui vit sa vie de manière assez intense, on est aussi en connexion avec la communauté du MOOC Intelligence Artificielle avec Intelligence, avec une équipe pédagogique qui est en partie la même, qui est un MOOC plus ancien, toujours sur Fun, et qui, lui, croît vaillamment vers 55 000 inscrits. Donc, c'est un MOOC assez prospère, voire un petit peu... un petit peu assis sur sa situation. Sans beaucoup de surprises, on avait envie de parler d'IA générative parce que ça nous paraissait difficile de ne pas en parler vu l'actualité autour du sujet. Et pour ce faire, on a la joie d'accueillir 3 intervenants, même si vous n'en voyez que 2, le troisième nous rejoint. Tout d'abord, Nicolas Rougier, qui est chercheur à INRIA, qui se présentera sans doute un tout petit peu plus en début d'intervention. Et puis, Guillaume et Vignacourt et Franck Bondy, qui sont du réseau Canopé, qui interviendront dans un deuxième temps. Nicolas, il a participé, il fait partie de l'équipe pédagogique du MOOC, il a participé à la réalisation à la fois de la frise de l'histoire de l'IA et puis des activités qui y sont liées. C'est un chercheur INRIA qui est très impliqué dans la médiation et on est très heureux qu'il ait accepté de nous rejoindre. Et Guillaume, il travaille, je lève un peu le voile sur le GT NUM, sur les intelligences artificielles qui a débuté cette année, si ma mémoire est bonne. J'espère que c'est bien 2024 et que je ne fais pas d'erreur, mais voilà. Donc, effectivement, il y a un GTNUM qui démarre, oui, tout à fait. Voilà, et bien, je beaucoup parlé, donc je vais passer la parole à Nicolas. Et comme je ne l'ai pas très bien fait, si tu peux te présenter un tout petit peu plus efficacement que ce que j'ai fait, ce serait formidable. Merci, Nicolas. Merci. Alors, je vais partager ma présentation pour voir si ça fonctionne. Ça a l'air d'être bon. Donc,
Bonjour à tous et merci de m'avoir invité. Oui, donc je suis directeur de recherche à l'INRIA à Bordeaux et plus concrètement, je travaille à l'Institut des maladies neurodégénératives en neurosciences computationnelles. Donc c'est un espèce de gros mot pour dire que je fais des modèles informatiques du cerveau et donc c'est très lié aux IA, même si les buts sont un peu différents. Alors comment Bénédicte et Marie m'avaient demandé de parler un peu des IA génératives. Alors je vais essayer d'être court pour qu'on ait un peu plus de temps pour les questions. Donc je pense que maintenant tout le monde sait ce que c'est aujourd'hui parce que ça a effectivement envahi les médias et on voit des réalisations assez époustouflantes tous les jours. Donc là, j'ai pas pu résister. J'ai pris une image qui était assez célèbre il y a quelques années. Donc c'est le pape en doudoune blanche qui a été faite par Midjourney, je crois, et qui a eu l'avantage de montrer les capacités des IA, en tout cas les IA génératives. Alors, si on regarde l'IA, ce qui se passe, alors, bon, du coup, on n'a pas vu la frise, mais je pense que vous la connaissez, il y a eu des ralentissements les dernières années, mais là, ce qu'on voit depuis maintenant à peu près une décennie, c'est une accélération de tout un tas de techniques. Alors, pas simplement les IA génératives, puisque les IA génératives, c'est quelque chose de relativement récent, mais en même temps, on a vraiment énormément de résultats qui servent dans tout un tas de domaines. Et donc là, à l'écran, ce qu'on voit, c'est un graphique qui a été réalisé par, c'est écrit en haut à droite, c'est Harold in Data, et vous avez tout un tas de graphiques comme ça où vous pouvez agréger les données, et qui vous montrent les performances de quelques techniques d'IA par rapport aux performances de l'homme. Donc il y a des choses qu'on commence à savoir très bien faire, c'est-à-dire qu'on sait faire mieux que l'homme, notamment par exemple sur la reconnaissance d'images. Pendant longtemps, ça a été quelque chose où on n'était pas très bon. Et là, depuis une dizaine d'années, notamment avec les travaux de Yann Lequin, maintenant les algos sont meilleurs. Et ça, c'est vrai pour tout un tas de techniques. Alors, il n'y a pas l'IA générative encore dans ce graphique, mais si on regarde pareil, les résultats de ces dernières années, on s'aperçoit que ça marche plutôt bien. Alors là, je vous ai mis un exemple, c'est toujours du même site, hein, c'est assez pratique. C'est la génération de visages humains depuis 2014. Et là, on voit bien comment ça s'est transformé au fur et à mesure des années et surtout comment ça s'est amélioré. Ce qui fait que donc en 2014, c'était assez frustre, c'était des techniques relativement basiques. Et là, alors ça s'arrête à 2022, mais en 2024, les images sont encore meilleures et on peut vraiment demander absolument n'importe quoi. Et ça montre bien l'évolution de ces techniques. Alors les IA génératives, ça ne sert pas à faire que des images, même si ce qu'on voit surtout dans les médias, c'est les images. L'autre chose importante aujourd'hui, c'est tout ce qui concerne le texte. Donc là, le plus célèbre, et je vais passer un peu de temps dessus, c'est ChatGPT, bien entendu, mais il y en a aussi beaucoup d'autres. Ce qui est peut-être un peu moins connu pour le grand public, c'est qu'on s'en sert aujourd'hui aussi énormément au niveau du code. Donc quand vous allez sur GitHub, qui est la plateforme mondiale pour déposer du code et collaborer entre les codeurs, on a des aides, alors qu'on peut aussi avoir sur son bureau, mais on a cette aide qui vous propose, par exemple, si vous voulez faire un algorithme, je sais pas moi, pour trier un tableau, il peut vous produire le code, que ce soit en Python, en C, en Rust, en ce que vous voulez. Alors c'est vrai aussi pour l'audio, pour la vidéo, ça commence à démarrer, c'est pas encore tout à fait satisfaisant pour la musique. Et il y a aussi des choses qui sont faites directement pour la recherche. Donc par exemple, il y a un programme qui s'appelle AlphaFold, donc la 3e version vient de sortir, qui permet de prédire la forme des protéines et de voir comment elles interagissent. De la même façon, on peut s'en servir pour trouver des nouveaux matériaux. Donc ça, c'est un résultat qui date d'il y a 2 ans à peu près et qui permet de trouver des nouvelles propositions de matériaux. Ensuite, on peut sélectionner ceux qu'on veut effectivement réaliser physiquement pour voir les propriétés qu'ils ont et si elles sont effectivement intéressantes. Donc ça a vraiment infusé on va dire le monde entier, mais à des degrés différents. Donc ça, je vais en parler juste après.
Alors, ce qui est à la base des IA génératives, en tout cas pour le texte, donc je vais pas faire un cours sur les techniques parce que, j'ai pas le temps. Le temps que je vous parle, il y aura certainement une nouvelle technique qui va sortir. Et des fois, les détails peuvent être un peu assez compliqués. Alors, l'article qui a un peu lancé les choses, c'est un article de 2017 qui s'appelle Attention is all you need et qui a proposé un objet qui s'appelle les transformers, dont je vous ai mis le schéma à l'écran. Et ça, c'est un peu déverrouillé les techniques, notamment pour la génération de texte. Et suite à ça, il y a une deuxième architecture qui a été proposée qui s'appelle BERT. Et en 2018, donc en fait 1 an après, on a eu la première version de ChatGPT qui était encore un peu frustre. Mais c'est vraiment cet article qui a libéré les choses, qui a donné lieu à cette explosion des IA de type ChatGPT. Encore une fois, c'est pour le texte. Pour l'image, c'est un petit peu différent, mais l'idée, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière les IA génératives, cette fois au sens large? En tout cas, pour les modèles de langage, donc ce qu'il faut comprendre ce que c'est, donc c'est des générateurs d'inférences statistiques. Donc on parle pas d'intelligence, je vais y revenir, mais c'est vraiment une façon de pouvoir générer des textes qui sont convaincants, qui peuvent répondre à des questions, mais qui ont certaines limites. Et ce qu'il faut bien comprendre, et ça c'est vrai pour le texte, pour les images, pour les matériaux, pour le code, ce qui est à la base, ce sont les données. C'est vraiment le nerf de la guerre parce que à partir de ces données, on va faire des statistiques sous tout un tas de formes qui en fait sont appris par le modèle et qui va permettre de faire cette génération. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut un modèle, donc ça c'est les réseaux de type deep learning avec des architectures qui peuvent varier selon les approches, selon les sociétés qui le font. Il faut surtout des données. Et ces données, il faut éventuellement les annoter. Donc ça, c'est le travail de ce qu'on appelle les petites mains de l'IA. Donc il y a énormément de gens qui ont travaillé pour annoter ces corpus, mais il y a aussi une phase, ce qu'on appelle l'alignement. Donc ça, c'est vrai pour les IA de type ChatGPT, où on va par exemple lui poser une question, et selon la réponse qu'il donne, il faut lui dire si c'est la réponse qui était attendue ou si c'est pas la réponse qui était attendue. Et pour ça, il y a des gens qui sont, alors en général, ils sont sous-payés pour faire ce travail de dire oui, non, c'est bien, c'est la réponse qu'on voulait ou c'est pas la réponse qu'on voulait. Il faut une puissance de calcul assez importante parce que on va faire l'apprentissage. Donc là, c'est-à-dire concrètement, il faut modifier les poids du réseau. Et pour les plus gros modèles, ça prend pas mal de temps. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi. Aujourd'hui, OpenAI a annoncé qu'ils avaient mis en route l'apprentissage pour la prochaine version de ChatGPT. Donc, c'est pas le 4o, c'est la version 5. Et a priori, ça va prendre quelques mois, 1 ou 2 mois, donc selon le nombre de serveurs qu'ils ont. Il faut du temps parce que ensuite il faut paramétrer, donc il faut faire l'interaction avec les petites mains et ça prend du temps. Et évidemment, il faut de l'énergie et des ressources parce concrètement, il faut des serveurs et des cartes de type NVIDIA. Donc, c'est ça qui fait, alors c'est les GPU, c'est de ça dont on se sert concrètement pour faire l'apprentissage. Et par exemple, une boîte comme OpenAI va en utiliser 1000, 10 000 en parallèle. Donc, ça coûte évidemment pas mal d'argent. Et à partir de ça, on peut commencer à faire ces modèles. Alors évidemment, on peut en faire des beaucoup plus petits avec si on ne veut pas faire l'équivalent de ChatGPT, on peut aussi les spécialiser sur un domaine en particulier. Alors, pour vous donner une idée de la taille de ces modèles, donc j'ai été encore prendre sur le Around in Data, et donc si vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ma souris, voilà. ChatGPT, il est là, donc on est à l'ordre de 100 milliards de paramètres, et pour les plus gros modèles, on peut arriver à 1000 milliards, donc un trillion, donc ça commence à faire vraiment des modèles qui sont énormes. Pardon, on voit pas trop la souris en fait, donc juste alors le ChatGPT en milieu en haut. Voilà, il est vers le haut autour de 2020, donc ça c'était ChatGPT 3,
175 millions de paramètres, et depuis, c'est devenu encore un peu plus gros. Donc, ça commence à faire des modèles qui sont assez conséquents. Alors, concernant les usages, et là, je reviens sur à la fois les images et les IA de type ChatGPT, le fait est qu'on en parle beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui vont expérimenter, mais pour l'instant, ça n'a pas vraiment pénétré le monde du travail. Donc là, c'est une enquête de BPI France de 2024. Et en gros, ce qu'il raconte, c'est que sur les TPE et PME, c'est seulement 3% des dirigeants qui font un usage régulier. Et on n'a pas de détails sur l'usage qu'ils en font. Donc j'ai l'impression qu'on est un peu au milieu du gué où les gens hésitent, ne savent pas s'ils veulent se lancer, parce qu'on n'est pas encore tout à fait sûr de ce que ça peut faire. Et par ailleurs, il y a aussi éventuellement des problèmes. Alors si on reprend la loi d'Amara, en gros, qui explique que lorsque vous avez une nouvelle technologie, au début, vous avez vraiment un enthousiasme énorme de la part des chercheurs, des ingénieurs, du grand public, et on arrive probablement, alors là c'est mon analyse, hein, j'ai pas il y a des signaux faibles qui disent que c'est le cas, on arrive au pic de cet engouement pour les IA génératives, et peut-être que ça va un peu redescendre, et c'est en fait sur le long terme où on va voir les effets qui sont un peu difficiles à juger. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'on a des annonces un peu fracassantes de personnes pour dire « Ah, mais ça va remplacer tous les emplois », c'est-à-dire tous, les profs comme le plombier, comme ce que vous voulez. A priori, non, c'est pas le cas, mais c'est ce qui nous est raconté. Alors pourquoi ce ne sera pas le cas? Parce que avec ces promesses, il y a aussi tout un tas de problèmes qui sont assez concrets et qui sont quand même un peu embêtants. Alors là, je les ai listés, je ne pense pas que ce soit les seuls, mais c'est ceux dont on connaît le mieux. Alors le premier qu'il faut vraiment connaître, c'est la notion de biais. Alors c'est quoi ces biais? En fait, comme vous apprenez à partir de corpus de données, ces corpus ont des biais qu'on ne connaît pas forcément avant de les utiliser pour l'apprentissage, et on va le voir au niveau de la production. Donc là, je vous ai mis un exemple c'est fait avec Midjourney, c'était réalisé par Le Monde, je crois, où on demande montre-moi une école française, et là, on a des images d'Épinal d'une école française donc, il y a quelques années, mais si on précise une école française en banlieue, on voit tout de suite que c'est pas du tout le même type d'image. Et ça résulte du biais qu'on a par rapport à la banlieue, c'est-à-dire ce qu'on va retrouver dans les journaux. Alors là, quand on le voit visuellement, c'est limite, on peut le faire en sorte de corriger le tir, mais lorsque vous l'utilisez sur une IA de type ChatGPT, dans les réponses qu'il va vous donner, vous aurez peut-être aussi des biais, et là, c'est plus difficile à trouver. Alors, il y a des gens qui étudient ça pour montrer qu'effectivement, quand on fait des stats sur ça et ça, on peut trouver les biais, mais on peut ne pas tous les trouver. Et là aussi, ça a des conséquences dans le monde réel si on n'y fait pas attention. Les hallucinations, donc ça, si vous avez expérimenté, vous avez dû les voir et je vais y revenir après. Des fois, il y a des réponses qui sont données qui sont simplement et factuellement fausses. Alors, les raisons sont multiples, mais je vais y revenir juste après, je vous montrerai un exemple. Il y a le problème de coût. Donc, toutes ces recherches ont un coût. Comme il y a énormément de sociétés qu'il faut énormément d'apprentissage, donc là, je vous ai dit qu'il fallait faire 1 ou 2 mois d'apprentissage, là, ça demande des investissements et ça demande un coût énergétique qui est loin d'être négligeable. Et notamment un coût auquel on ne pense pas forcément, c'est l'eau. Donc, quand vous avez des serveurs de calcul, il faut les refroidir. Et par exemple, il y a une ville en Oregon qui s'est aperçue qu'un quart de l'eau potable était utilisée pour refroidir les serveurs. Vous avez aussi des problèmes de sécurité, donc on peut faire ce qu'on appelle l'injection dans le prompt. Donc si vous mettez par exemple un bot qui répond à vos clients, on peut, comme il va exécuter les commandes qu'on lui envoie, il peut là aussi faire un peu n'importe quoi. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, si vous avez des questions, je peux revenir dessus. Un autre problème, c'est les problèmes de licence. Alors, je vous ai dit qu'il faut récolter énormément de données. Concrètement, ce qu'ont fait pas mal de sociétés, c'est qu'ils ont pris tout ce qui était disponible sur Internet pour faire l'apprentissage. Le problème, c'est que les droits
des images, le droit des textes ne donne pas forcément l'autorisation d'utiliser ces textes et ces images. Donc aujourd'hui, il y a une class action aux États-Unis de la part d'artistes qui disent non, on ne veut pas que vous utilisiez nos images. De la même façon, vous avez des problèmes de paternité. Donc si vous produisez une image avec Midjourney, par exemple, eh ben vous ne pouvez pas mettre de copyright sur cette image. Vous pouvez mettre un copyright sur le prompt, mais pas sur l'image elle-même. Donc ça, évidemment, ça peut avoir un problème, et c'est notamment le cas pour les brevets. Donc aux États-Unis, en ce moment, il y a toute une bataille pour savoir si une IA peut déposer un brevet. Donc c'est-à-dire si votre IA trouve, je sais pas moi, un nouveau matériau, est-ce qu'elle peut elle-même déposer le brevet? La réponse est non. Et voilà. Et donc il y a l'hypertrucage. Donc là, c'est ce qu'on appelle les deepfakes. On a eu des cas assez célèbres. Il n'y a pas si longtemps, notamment avec Taylor Swift, et enfin je vous laisserai pas trouver les images, mais l'histoire qui en parle, et donc là aussi, ça c'est un problème. Les autres choses qu'on peut faire à partir de ça, c'est par exemple faire des arnaques. Donc je peux me faire passer pour votre patron, et je vous téléphone avec une image qui est convaincante, la voix aussi qui est convaincante, et je vous demande de virer, je sais pas moi, 5 millions sur tel compte pour telle raison. C'est les choses qui ont été faites. La fin des données, à force de récupérer toutes les données sur Internet, à un moment, il n'y en a plus. C'est aussi bête que ça. Donc là, c'est pas encore la fin des données textuelles, mais c'est prévu pour 2025-2026. Et donc, une solution que les gens proposent, c'est de dire, on va faire générer des nouveaux textes à partir de ChatGPT, on va générer des nouvelles connaissances. Et là, on arrive au problème de ce qu'on appelle l'empoisonnement. C'est l'IA qui se nourrit elle-même. Et là aussi, il y a des articles théoriques qui racontent que c'est pas une bonne idée parce que vous allez faire baisser la qualité de votre IA. Voilà. Et j'ai mis la singularité ou ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générale. Donc en gros, ça c'est quelque chose qu'on entend assez régulièrement. Je pourrais y revenir. Moi, j'y reviendrai juste après. Mais a priori, non, c'est pas. Il n'y a pas de risque de ce côté-là. En tout cas, avec cette technique. Alors, je parlais par exemple, des erreurs que peut faire ChatGPT. Donc là, c'est un cas typique. C'est on demande à ChatGPT de nous écrire un programme qui est très simple. C'est un programme qui s'appelle Fizzbuzz. C'est un truc standard en informatique. Sauf que je lui demande de l'écrire dans un langage qui est le AppleSoft Basic, qui en gros qui était sur Apple II, qui a plus de 40 ans et il y a très peu d'exemples en ligne. Et donc dans la réponse qu'il donne, il y a des erreurs parce que la fonction mode n'existe pas dans le Apple Basic, mais il a quand même donné une réponse avec l'explication qui est convaincante. Donc en dessous, je vous ai mis le vrai programme. L'autre qui est un peu plus rigolo que vous pourrez tester. Donc ça, j'ai testé il y a 2 jours avec ChatGPT 4o. En gros, la dernière version, on a droit à quelques prompts. Et là, je lui ai posé une question en ROT13. ROT13, c'est le code de César. On décale toutes les lettres de 13 lettres. Donc, quand je dis, je l'ai mis en anglais, do you understand this? Ça se traduit par QB, LBH. Donc, vous avez des programmes pour faire ça. Et lorsque je lui demande cette phrase en ROT13, il me répond en ROT13, mais si vous lisez le texte anglais, vous apercevez que ça ne veut rien dire. Donc là, a priori, le problème... alors, je vois le son. Mon son est mauvais, c'est ça, Marie? Non, pas de problème pour ton son. C'était une intervenante qui n'avait... Regardez le chat en même temps. Voilà, donc si vous faites l'expérience, alors peut-être qu'ils l'ont corrigé depuis, mais vous posez les questions avec ce code ROT13 à ChatGPT et il part en vrille. Alors l'explication, a priori, c'est qu'il y a peu de textes qui sont écrits en ROT13 sur Internet, donc la base de données n'est pas si grosse, et là, ça permet de voir un peu les limites de ChatGPT. On se rend compte que c'est vraiment des statistiques. Et en ce qui concerne l'intelligence artificielle générale, c'est souvent on nous dit la menace qui va arriver. Donc pour se rassurer, qui à l'écran, c'est un article de Ars Technica, c'était pour ChatGPT 2, et ils ont dit oh là là, attention, on a vraiment un outil qui est extrêmement dangereux, on ne sait pas si on peut le mettre en ligne. Donc là, on parle de ChatGPT 2. Il se trouve qu'aujourd'hui, ChatGPT 2, vous pouvez le faire fonctionner dans Excel. Donc pour vous dire que ça reste des outils d'IA, mais c'est vraiment
des choses, enfin simples, non, qui sont pas simples, mais c'est vraiment ce qu'on appelle des perroquets stochastiques. C'est le nom d'un article qui avait été publié pour expliquer derrière comment ça marche. Donc il n'y a pas de menace que ChatGPT va tous nous tuer. Par contre, les menaces existentielles liées à l'IA, c'est plutôt au niveau de l'utilisation excessive des ressources planétaires. Donc encore une fois, c'est énergie, matériaux, eau et carbone. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Zut, j'ai fait 20 minutes, je voulais faire plus court. Donc aujourd'hui, on a énormément de promesses sur ces IA génératives. Ça fait 4 ans qu'elles sont là, et pour l'instant, c'est pas encore très clair comment elles vont s'insérer. Moi, mon analyse, c'est qu'il faudra attendre encore un peu pour savoir comment elles vont modifier nos rapports au travail. Juste pour faire le parallèle, je vous rappelle que les voitures autonomes, complètement autonomes, ça fait 10 ans qu'on nous les promet. Donc, il n'y a pas encore de voitures autonomes. Donc là aussi, il faudra certainement attendre encore un petit peu. Voilà, bon, je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà fait... Merci beaucoup, Nicolas. Donc, on va passer à un temps d'échange. On va prendre la parole pour vous parce qu'on n'a pas la possibilité de vous la donner directement. Et moi, je te pose de la part du chat des questions sur l'hiver de l'IA parce que c'est une expression qui a interpellé et parfois un peu perdu certains des participants. Est-ce que tu pourrais expliciter rapidement et peut-être remettre en contexte cette notion et pourquoi tu l'utilises aujourd'hui? Merci. Alors, l'hiver de l'IA, donc il y en a eu 2 concrètement. Donc l'IA, ça commence officiellement dans les années 50-56. Et les chercheurs se sont vraiment emballés sur les capacités de ce qu'on pouvait faire avec l'IA. Ils ont fait pas mal de promesses. Donc certaines ont été effectivement résolues, mais par exemple, dès les années 60, ils ont dit on va faire un programme qui joue aux échecs et qui va battre le champion du monde. Et ils disaient on peut le faire dans les 5 à 10 ans, c'est fait, c'est réglé. Alors ça n'a pas été réglé en 10 ans, il a fallu attendre pas loin de 50 ans. Donc, ils ont fait certains algorithmes, donc il y en a encore certains qu'on utilise, mais ils ont fait aussi des promesses. Et à un moment, les financeurs, donc là, c'était notamment aux États-Unis, ont demandé, apparemment, ils ont demandé des comptes. Ils ont dit, voilà, vous nous avez dit que vous feriez ça, c'est pas là. Donc, si c'est comme ça, en gros, on arrête les financements. Et c'est ce qu'on a appelé l'hiver de l'IA, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus moyen de trouver de financement pour faire des projets. Alors ça n'a pas été zéro, il y a des gens qui ont quand même survécu, on n'a pas tué les chercheurs, mais ça a donné vraiment un coup d'arrêt aux recherches. Dans le cas des réseaux de neurones, ça a été encore plus violent parce que là, il y a un article scientifique qui a été, alors c'était un peu avant, qui est sorti par Seymour et Papert, et qui a dit en gros les réseaux de neurones ça marche pas, et ils avaient la preuve, et là, ça a arrêté la recherche. Après, ça a repris. Mais à la suite de ce premier hiver, les recherches ont repris malgré tout. Il y a eu de nouvelles avancées, notamment avec les systèmes experts. Donc là, on est à la fin des années 90. De nouveau, les gens se sont emballés, ont fait des promesses qui n'ont pas été tenues. Et là encore, ça a été le deuxième hiver de l'IA. Ça a duré, on va dire, assez longtemps où l'IA, c'était un peu sous les radars. Donc, par exemple, pour vous donner une idée, quand j'ai passé ma thèse en 2000, on ne disait pas officiellement qu'on faisait de l'IA, c'était pratiquement un gros mot. En 2010, il y a Yann Lequin et son Thésard qui ont proposé une approche qui était connue, mais là, ils avaient la puissance de calcul. Et là, c'était de nouveau le boom de l'IA. En 2019, on a vu ChatGPT qui arrive, et là, on a l'explosion de l'IA, mais on a aussi les promesses un peu folles qui font penser qu'un troisième hiver n'est pas exclu. Ça veut dire que Sam Altman pour OpenAI a dit on arrive vers l'intelligence artificielle générale, on va attendre de savoir ce qu'ils veulent s'ils ont trouvé une nouvelle technique, mais sur la base des techniques actuelles, a priori, ça ne sera pas le cas. Il y a pas mal d'articles de gens qui disent que non, c'est pas on n'en est pas là. Donc voilà, c'est pour ça qu'on parle de troisième hiver. Il n'est pas impossible que ça arrive. Alors je ne saurais pas prédire si c'est dans 6 mois, dans 3 ans ou dans 10 ans, mais étant donné les investissements massifs, c'est probable. L'autre variable, c'est que les gens qui investissent, donc là on parle de 500 milliards, 1000 milliards,
les gens qui donnent de l'argent à ces startups veulent un retour sur investissement. Donc, si vous investissez 1000 milliards, mais que vous récupérez simplement 10 milliards en chiffre d'affaires, là aussi, ça va pas le faire. Voilà, je vais essayer de répondre plus. Et j'avais oublié, j'avais mis pas mal de liens aussi que j'ai oublié de présenter. Et pour les gens qui s'intéressent, il y a IAGORA, c'est le premier festival grand public dédié à l'IA. Je crois que c'est ce week-end à Paris. Je ne les connais pas, je n'y serai pas, mais je trouve que c'est l'info intéressante. Et juste une bonne explication de ChatGPT, je la retrouve. Voilà, ChatGPT, comment ça marche, de Pierre-Carl Langlais. C'est écrit en français, c'est très accessible et il raconte aussi l'historique. Et moi, je compléterai avec d'autres ressources de Bordeaux aussi, hein, qui sont les chats GPT expliqués en 5 minutes, les vidéos produites par l'équipe Flowers, et qui permettent aussi, de manière très didactique, de comprendre comment fonctionne le modèle ChatGPT et effectivement lever un peu le voile sur quelque chose qui nous a paru, qui est bluffant, mais qui s'explique aussi. Tout à fait. Merci à toi, Nicolas. Il y avait des questions sur la voiture autonome. Alors, un des participants se dit, mais finalement, est-ce que c'est pas parce qu'on n'arrive pas à changer nos manières de penser que la voiture autonome n'est pas là? Et comme c'était l'exemple qu'on avait utilisé dans le MOOC, hein, justement, de promesses dont on se dit finalement qui ne va peut-être pas arriver, je veux bien peut-être tu nous redises quelques mots sur la voiture autonome, si c'est possible pour toi. Donc l'idée de la voiture autonome, c'est effectivement qu'elle soit autonome. Alors dans l'industrie, dans la recherche, il y a différents niveaux d'autonomie qui va jusqu'au niveau 5. Le niveau 5, c'est vraiment la voiture est complètement autonome. On n'a pas besoin d'être voir, il y a plus de volant et la voiture fait ce qu'elle veut. Alors il y a pas mal d'expérimentations dans certains milieux un peu contrôlés. Ça commence à marchoter. Mais il y a toujours des problèmes parce que le problème d'une voiture autonome, en gros, c'est les autres. On ne peut pas tout prévoir. Il y a tout un tas de situations où il est difficile de prévoir les choses. Alors, il y a des sociétés, par exemple, comme Tesla, qui, elles, vont privilégier l'autoroute parce que c'est relativement régulier. Il y a peu d'événements bizarres, bien que ça arrive malgré tout et il y a des morts. Ils vont suivre les lignes, ils vont détecter les changements, mais même pour Tesla, elle n'est pas vendue comme étant autonome. C'est-à-dire que vous devez toujours être derrière le volant, vous devez toujours tenir le volant parce qu'en cas de problème, elle vous redonne la main. Alors évidemment, le problème, c'est que si elle vous redonne la main et que vous êtes à 150 km/h et qu'il y a un obstacle qui arrive, vous n'avez pas grand-chose à faire. Il y a d'autres sociétés qui vont plutôt viser des quartiers à faible allure. Mais le problème, c'est qu'il y a tout un tas de situations qu'on n'arrive toujours pas à prévoir, et pourtant, là aussi, il y a des investissements. Donc, il y a des sociétés qui ont commencé à se retirer, notamment Apple a arrêté les recherches. Il me semble qu'il y a un constructeur aussi qui est revenu un peu en arrière, parce que pour l'instant, on n'a pas de solution technique à tout ce qui arrive. Le problème aussi avec la voiture autonome, c'est que c'est du temps réel. Donc, vous devez prendre des décisions de conduite en temps réel. Et donc, par exemple, si vous regardez les morts qu'il y a eu, donc il y en a eu un cas célèbre, c'était avec Uber, c'était une personne avec son vélo qui traversait la route, c'était plutôt de nuit, la voiture ne l'a pas identifié comme étant un obstacle et l'a percuté et elle est morte. Donc là aussi, ça met des coups d'arrêt. Et après, on se doute bien que selon les zones où vous allez être, ça va être plus ou moins compliqué. Donc j'ai eu l'occasion d'aller en Inde pour voir des collègues. J'avoue que le jour où il y aura la voiture autonome en Inde, je serai assez bluffé. Parce que là, c'est un système, il faut le dire, qui est assez anarchique. Vous pouvez vous retrouver avec des voitures sur le trottoir, ça ne choque absolument personne. Mais la voiture autonome, ça tend quand même à avoir quelques règles de base. Et là, quand ça ne marche pas, c'est difficile. Et en plus, donc là, c'est à Los Angeles, il y a des gens maintenant qui se rebellent contre les voitures autonomes parce que des fois, elles tombent... ils ne savent plus trop comment réagir. Alors, la solution qu'ils ont trouvée, en fait, vous avez là aussi des petites mains derrière les voitures autonomes. Quand elle est bloquée, on redonne la main à un opérateur à distance qui est dans les locaux, alors soit de Tesla, soit de Lyft, et qui va dépanner la voiture. Donc là-bas, ce que les gens ont fait, c'est quand vous mettez un cône de chantier sur le capot d'une voiture, elle ne bouge plus. Parce que ça bloque les caméras, ça bloque... donc voilà, mais ça fait 10 ans qu'on nous la promet. Vous regarderez Elon Musk, ses prédictions,
ça fait peut-être 6 ans qu'il nous promet la voiture autonome pour l'année prochaine. Et chaque année, il rajoute une année, donc au bout d'un moment, on se dit, bon, bah, ça ne va pas arriver. Mais parce que c'est compliqué comme problème. Mais donc, avec ça, pardon, juste pour finir, donc, même si on n'a pas la voiture autonome, par contre, il y a tout un tas de techniques qui sont développées qui permet d'avoir du freinage d'urgence automatique, qui permettent de faire un créneau, hop, vous appuyez sur un bouton, ça vous fait le créneau. Dans des parkings, on pourrait, ça c'est des choses qui commencent à exister, appeler sa voiture pour qu'elle vienne devant vous, parce que dans un parking, il n'y a pas trop de circulation et c'est plutôt bien balisé. Donc, voilà, on aura là aussi des choses qui vont certainement, sur le long terme, impacter toutes les voitures. Merci beaucoup, Nicolas. Moi, j'étais, dans le cadre de mes nouvelles fonctions, j'étais à Vivatech la semaine dernière. Il a évidemment beaucoup été question d'IA, mais il a aussi été question d'impact environnemental. Alors, c'est des sujets qui ne sont pas neutres pour nous, à la fois à titre individuel, et puis le Learning Lab est investi aussi dans des ressources, la création de ressources pédagogiques sur cette thématique. Est-ce que toi, tu pourrais nous rappeler un petit peu les enjeux, les IA génératives, c'est pas un sujet neutre, l'empreinte environnementale, et peut-être te positionner, ou nous partager ton avis à toi en tant que chercheur sur ce sujet-là, avant qu'on passe au deuxième temps de notre webinaire. Merci à toi. Alors c'est un sujet extrêmement important. Les grosses sociétés n'aiment pas forcément le mettre en avant, mais oui, ça coûte une énergie folle. Donc là, il y a les prédictions. Alors, je ne les ai pas mis dans les liens, mais il y a une prédiction comme quoi la consommation liée à l'IA serait la consommation d'un pays comme la Norvège en entier. Donc là, ça devient des chiffres astronomiques. Sam Altman, qui est donc à la tête d'OpenAI, investit dans les réacteurs à fusion parce qu'il sait que ses besoins en énergie ne pourront être satisfaits que par ce genre de technologie. Donc là, il y a un véritable enjeu et la question, les simple, c'est à un moment, est-ce qu'on veut faire générer des petits chats par mi-journée ou manger et boire? C'est à un moment, le problème va se poser comme ça. Donc, je pense que c'est mon opinion personnelle, j'ai pas lu toute la littérature pour le dire, mais je pense que le modèle, effectivement, n'est pas soutenable en termes énergétiques, notamment en ce qui concerne l'eau et à l'aune du réchauffement climatique. Donc là, il faudra faire des choix. Au niveau politique, c'est aussi des investissements absolument massifs. Donc, quand on vous dit qu'on va mettre 1000 milliards dans l'IA, ces 1000 milliards, on ne les met pas ailleurs. Donc là aussi, cette fois, c'est aux citoyens de se faire entendre et de dire, non, effectivement, c'est rigolo de faire des images et de parler à ChatGPT, mais est-ce que c'est la priorité? Donc là, c'est au niveau d'une société où il faut pouvoir agir et dire ce qu'on veut. Mais pour ça, il faut avoir effectivement les chiffres. Et je sais qu'il y a des collègues qui travaillent sur ça. Donc là, dans la liste, j'ai mis un article. Alors malheureusement, il faut payer pour y avoir accès. Green Energy Footprint of Artificial Intelligence. Mais si vous cherchez simplement le titre de cet article, vous trouverez les ressources pour voir à peu près ces consommations qui sont vraiment astronomiques. Merci beaucoup à toi, Nicolas. Alors, j'ai un peu honte, mais j'ai quand même partagé avec vous que L'Oréal vendait son nouveau sèche-cheveux avec de l'intelligence artificielle et je me suis demandé si effectivement il n'y aurait pas quand même des choix à faire à titre individuel sur l'indispensabilité de l'intelligence artificielle pour se sécher les cheveux. Alors, l'exemple est caricatural, mais en tant qu'ingénieur pédagogique, il y a aussi aujourd'hui une réflexion sur les formations en ligne et comment on éco-conçoit aussi ça. Et là, c'est le IA bullshit, j'en ai pas parlé, mais ils mettent de l'IA partout. Alors c'était pas L'Oréal, c'est une autre marque de produits de luxe, ils avaient sorti la crème quantique aussi, où là, donc là, les gens ont dit, mais c'est n'importe quoi au niveau physique, voilà, ils mettent IA un peu partout, c'est du IA bullshit. Et j'ai entendu que ça... Ah non, c'est mon téléphone, pardon. Pas de souci. Merci beaucoup, Nicolas. Notre idée, c'était avec Nicolas de venir, je remets la caméra quand même, si je ne me cache pas, voilà, de revenir un peu sur l'IA générative. On en entend beaucoup parler, mais c'était intéressant aussi de la reposer dans ce contexte. Et puis dans le temps long, parce qu'on est un peu happé par la nouveauté, l'omniprésence, mais voilà, mise en perspective nous paraissait intéressante. Le deuxième temps du webinaire, c'est Guillaume Vignacourt. Est-ce que je peux te demander de remonter sur scène pour que je puisse
te passer la parole. Enfin, tu n'es plus tout seul. Bonjour, bonjour Franck, on se rencontre en Bonjour. ligne également. Et je vous passe la parole pour ce deuxième temps. Et je précise juste la modalité. Franck et Guillaume vont partager 3 cas d'usage. On s'est proposé de faire venir le temps d'échange à la fin de chaque cas d'usage. Donc, on va vous passer la parole via le chat à la fin de chaque situation. Mais je me permettrai peut-être d'arrêter à un moment les échanges de manière à ce qu'on puisse voir les différentes situations qui nous sont proposées. Et je vous passe la main et je vous remercie d'être avec nous ce soir. Est-ce que tu as besoin d'aide, Guillaume, ou c'est bon? Je pense que Guillaume, je pense que tu es congelé, frisé. Bon, je ne sais pas s'il m'entend. Je vous quitte un instant et j'essaye de rentrer en contact avec lui pour voir ce qui se passe. À tout de suite. Est-ce que vous êtes toujours avec nous, Guillaume? Et voilà, donc là, on arrive à voir votre image. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous pouvez commencer votre présentation? Ouais, ils nous ont quittés. Alors, peut-être qu'ils se reconnectent. Donc, les aléas, effectivement, de la connexion, il y en a toujours il y a toujours des risques de cette nature-là. Donc, ils devraient se reconnecter, j'imagine. Est-ce que alors, on attend toujours nos intervenants. Alors, ils sont en bonne santé, tout va bien. En fait, il y a un souci au moment du partage, donc ils vont transmettre le support et c'est moi qui le diffuserai. Désolée pour ce petit ajustement, c'est les joies des webinaires et des vraies situations. Donc, la suite très rapidement et peut-être en profiter pour préciser quelque chose qu'on n'a pas dit en introduction, c'est que Axel Jean de la DNE, très actif dans le chat, est là. Et la partie finale de notre webinaire, ce sera aussi sur l'actualité de l'action du ministère autour de l'IA, sur des sujets qui vous intéressent, parce qu'on a bien suivi les demandes de choses pratiques et utilisables en classe sur ces sujets-là. Voilà. Peut-être que Axel peut intervenir le temps que nos intervenants se reconnectent. Donc, si Axel, tu peux monter sur scène pour faire la petite intervention qui était prévue sur la fin, comme ça au moins ça laisse le temps à Guillaume et Franck de se reconnecter. Donc Axel, voilà, donc il est va arriver, voilà. Ok, oui, très bien. Je vais prendre effectivement la suite, comme ça leur permettra de revenir. J'espère que vous m'entendez correctement. Je veux bien que vous confirmiez. Si oui, très bien. Oui, très super. bien. Voilà. Ok, très bien. Donc, effectivement, j'essaie de répondre à une partie des questions. Donc, Axel Jean, je suis le chef du bureau du soutien à l'innovation numérique et à la recherche appliquée au sein de la direction du numérique pour l'éducation. Donc, en charge notamment du développement de services basés sur de l'IA qu'on fait développer en co-construction avec les académies pour les proposer aux professeurs pour des enseignements mieux différenciés, on va dire, pour le faire très, très rapidement. Et accompagner aussi les groupes thématiques numériques qui font travailler des chercheurs et des équipes académiques à nouveau pour explorer les potentialités, les forces et les faiblesses des différentes technologies disponibles. Donc, je faisais partie aussi de l'équipe auteur du projet AI40 que vous avez parcouru, notamment le plus grand nombre d'entre vous, qui est hébergé sur France Université Numérique. Et donc, je voulais faire un point de partage de quelques informations. Alors, une première, c'est partager avec vous le fait que le 13 mai, au ministère, dans le cadre du mois de l'Europe, nous avons partagé avec les équipes internationales, mis en avant le projet AI40 comme un exemple de choses simples à prendre en main et qui permettent d'aborder les premiers éléments, les fondamentaux de ce que doivent savoir des enseignants, des formateurs, des chefs d'établissement sur IA éducation. Et il se trouve que l'Union européenne met en avant ce projet
que nous avions co-construit donc à 5 pays et dont vous avez découvert un délivrable. Donc c'est satisfaisant de voir que c'est valorisé et repris au niveau européen comme un exemple à suivre. On est bien conscient du fait que le MOOC que vous avez sans doute découvert n'est qu'une première marche et qu'il faudra faire de suite d'autres marches pour aller plus loin, pour aller plus haut. Mais en tout cas, nous, pour un travail qui a été réalisé dans un temps plutôt court et à 5 pays, on trouve que bien ça fait bien la mission qu'on espérait que cela réalise. Donc une valorisation en mai et une reprise, voilà, comme Marie l'a mis dans le chat. Ce MOOC est ouvert à tous, donc pensez au début pour les enseignants et les chefs d'établissement. Naturellement, vous pouvez le partager avec des collègues, vous et évidemment des élèves quand ils sont en âge de découvrir ce qui est proposé là. L'autre point, c'est que le ministère a travaillé toute l'année sur une communauté de réflexion en éducation sur IA qui s'appelle la CREIA et qui était dans un premier temps toute l'année ouvert uniquement aux formateurs académiques. Donc formateurs académiques, des collègues de Canopé, évidemment les équipes du ministère, de la DNE, de la DGESCO. Et l'idée de la CREIA était de qualifier, donc de retenir les choses les plus adaptées possibles pour des formations d'enseignants. Donc des supports de formation, des activités, des vidéotypes, des supports qui puissent s'adresser à des inspecteurs, des formateurs ou des professeurs débutants ou expérimentés, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire. Donc ces éléments-là, notre idée n'était pas d'être exhaustif. C'est une mission qui est impossible d'être exhaustif dans la période d'accélération que nous connaissons, comme Monsieur Nicolas Rougier l'a indiqué. Les choses vont très très vite, il y a des innovations tous les jours. Donc le but de l'école, le tempo de l'école n'est pas celui du rythme effréné de l'innovation en permanence sur l'IA. Donc nous, on laisse décanter dans un tamis, on retient, y compris avec l'aide de Canopé, ce qui nous semble de qualité et utile aux professeurs, et on le partage dans cette communauté de réflexion en éducation. L'année se terminant, donc l'idée, j'insiste, non exhaustive, ça veut dire que par exemple, quand on disait quelles sont les 10 vidéos indispensables à connaître IA éducation, quand quelqu'un en proposait une 11e, on en enlevait une et on la remplaçait pour toujours garder un niveau de qualité très exigeant. La nouvelle, c'est qu'à la rentrée de septembre, en fait, cette communauté va être ouverte à l'ensemble des professeurs de France. Et donc, on passera uniquement dédié aux formateurs à l'ensemble des professeurs pourront s'emparer des contenus qui seront restés au-dessus du tamis au bout d'une année de tri, de filtrage entre formateurs. Donc, naturellement, on partagera ces éléments, y compris via le forum de France Université Numérique, via le réseau Canopé, on diffusera ces éléments-là. Et on le redit, notre but n'était pas d'être exhaustif, mais d'être sélectif, qualitatif. Les collègues vont sans doute en parler, mais au rythme effréné de l'innovation actuelle, le problème souvent quand on est un enseignant, c'est pas de trouver des informations, c'est d'en trouver peu, des pertinentes. Et quand on est du côté des services, c'est d'en trouver peu et des efficaces pour enseigner et pour apprendre. Donc voilà, c'était la nouvelle qu'on voulait partager avec vous. On ne prétend pas avoir l'alpha et l'oméga de tout ce qu'on peut utiliser en classe, mais on prétend avoir sélectionné ce qui nous a semblé le plus utile après une année de réflexion croisée à plusieurs. Naturellement, dans cette CREIA, ce n'est pas que descendant, et donc je finirai par ça avant de repasser la parole à mes collègues. L'idée est pour faire communauté, c'est pas juste que le ministère ou Canopé dise ces ressources-là sont de qualité, c'est de partager ensemble. Et donc, chaque académie, chaque professeur, chaque formateur peut lui-même faire des propositions et les collègues se parlent entre eux, exactement à l'image de ce qui se produit sur le forum associé au MOOC AI à intelligence artificielle, pareil pour les professeurs, AI40, sur lequel on voit bien que des professeurs dans telle discipline posent une question et d'autres collègues de la même discipline se partagent les meilleures pistes, les meilleures réflexions, les meilleurs articles à lire, les meilleures vidéos, etc., etc. Donc c'est quelque chose qui ressemble beaucoup à ce qu'on voit vivre très activement sur le forum. Et encore un grand merci à tous ceux qui contribuent. Alors évidemment à ceux qui l'utilisent, mais aussi à ceux qui participent. Et j'en ai terminé pour ça, Bénédicte. En fait, voilà pour les éléments d'actualité. Donc à partir de septembre, une communauté sera disponible, ouverte à tous. Voilà, et c'était important parce que le forum, c'est la vie du MOOC et elle est assez énergique. Donc, on avait envie de pouvoir proposer des développements à cette communauté de pratique. Et puis, on a, j'espère, réglé nos petits problèmes de connexion avec Guillaume et Franck. Donc, je vais partager leur support et on va écouter leur premier cas pratique d'usage des IA génératives. Et merci encore Axel pour ces éléments d'actualité du MOOC qui a 6 mois mais qui continue à grandir. Je commence le partage. Merci beaucoup Bénédicte. J'espère qu'on ne va pas être coupé.
Bonjour à tous et toutes. Donc, Guillaume Vignacourt, je suis coordinateur territorial pour Réseau Canopé, donc Réseau Canopé Bretagne Pays de la Loire, mais également co-coordinateur. Et donc, quand je dis co, c'est parce que je partage cette mission à une échelle nationale avec deux collaborateurs de Réseau Canopé, Franck Baudin qui est à côté de moi. Bonsoir. Et puis également Bertrand Formet, qui est coordinateur territorial Bourgogne-Franche-Comté. Et tous les trois, on co-anime un groupe thématique au sein de Réseau Canopé, alors plus globalement sur les humanités numériques en éducation. Et bien évidemment, depuis maintenant un peu plus d'un an et demi, sur la thématique des IA génératives, qui bien évidemment a bousculé le monde de l'éducation. Alors, on est ravis de pouvoir participer et contribuer à ce MOOC, et notamment pouvoir rencontrer et croiser différents enseignants, d'ailleurs certains qu'on reconnaît un petit peu dans le chat. Réseau Canopé, c'est un opérateur qui donc rayonne à l'échelle nationale, ce qui nous permet, à travers des expériences dans les différents ateliers, différents temps de rencontre avec des enseignants de tout le territoire. Donc ça nous permet, nous, de pouvoir, en tout cas, documenter, de pouvoir partager, de pouvoir questionner des pratiques qui se jouent sur tout niveau de classe, de la maternelle au lycée, et que parfois on accompagne. Et donc ces témoignages, on essaie de les garder, alors de les capturer souvent sous la forme de vidéos, sous la forme également de podcasts. Et donc on a une plateforme qui s'appelle l'Agence des usages, qui est déjà en place depuis une dizaine d'années, et pour lesquelles on va capter des temps de classe pour voir et modéliser des pratiques, et puis les partager au plus grand nombre, avec systématiquement essayer d'avoir un regard un peu distancé de ces pratiques-là. Donc aujourd'hui, avec Franck, on va pouvoir vous partager quelques expériences pédagogiques qui nous semblaient assez pertinentes, respectueuses du cadre. Et ce cadre, justement, on va essayer de vous le présenter. Alors Bénédicte, je te propose d'avancer la prochaine slide. Ouais, du coup, on va juste attendre un petit peu que la slide arrive. Donc, ce qui est important, avant qu'on vous présente, ça ne va pas durer très longtemps, mais avant qu'on vous présente ces cas et ces propositions d'accompagnement pédagogique menées par des enseignants autour de la question des IA, c'est aussi de voir un petit peu d'où partent ces enseignants et pourquoi, en fait, ils agissent de la sorte. Parmi beaucoup d'enseignants qu'on a rencontrés, et les premiers d'entre eux nous ont dit qu'il était pour eux il y avait un enjeu en fait à se saisir de la question des IA parce qu'ils y voyaient un fait social. Et en fait, effectivement, le fait social, on a essayé nous de le documenter et de voir un petit peu comment il avait été explicité dans un cadre scientifique. Et on s'est basé en fait sur une enquête qui a été menée en Angleterre sur les habitudes des adolescents avec les IA génératives. En fait, ce qu'on arrive à quantifier en Angleterre, c'est un organisme du type ARCOM qui s'en charge. C'est de voir un petit peu déjà quelle est la proportion des adolescents qui utilisent l'IA ou en tout cas les IA génératives. Et ils le mesurent à 4 adolescents sur 5 qui régulièrement interagissent avec des modèles d'IA génératifs. En gros, reporté à l'échelle de la population, c'est quand même 80% des ados. On est vraiment justement sur le fait social. C'est confirmé à peu près par les retours qu'on a des enseignants sur la vue qu'ils ont auprès de leurs élèves. Comment ces ados interagissent avec les IA? Avant tout à travers les applications de réseaux sociaux. Et dans des pratiques qui sont liées au divertissement principalement. Et bien sûr, quand on leur parle modèle de langage et autres, les premiers outils qui sortent, même si c'est pondéré par d'autres observations que l'on fait, et ChatGPT qui ressort parmi les premiers résultats, avec cette idée d'aller convoquer le modèle de langage, notamment dans des pratiques qui sont liées à l'école. Et ce que nous disent les enseignants avec lesquels on dialogue, c'est que ce qu'ils constatent en premier lieu, c'est que les élèves ont tendance à déporter l'effort intellectuel du côté du système d'IA génératif, et ils font faire à la machine ce que l'enseignant leur a demandé de faire. Ce
qui pose effectivement un problème, notamment un problème d'éducation et un problème de citoyenneté. Donc ça, c'est plutôt la diapo suivante. D'accord, ça marche. Du coup, partant de ce constat, les enseignants se posent aussi une autre question, c'est du coup, quelles sont les préconisations en termes d'accompagnement éducatif qui sont documentées et sur quelle littérature ils peuvent se baser. Donc bien sûr, il y a tout ce que va produire ou produisent l'UNESCO et l'OCDE notamment, et puis ce que font aussi des équipes d'Axel, notamment en termes de cadrage sur où on peut aller et jusqu'où on peut aller. Il y a une injonction qui parfois est perçue comme contradictoire de la part des enseignants. C'est celle de ce besoin en fait, d'accompagner les élèves sans, dans le cadre fixé par la réglementation sur la protection des données et des données personnelles, parce qu'on est quand même avec des élèves qui sont souvent mineurs, comment on peut faire pour accompagner des élèves dans des pratiques autour de l'IA sans contrevenir au cadre du RGPD et sans, du coup, faire venir l'IA grand public dans une situation de classe. C'est un souci qu'ils ont et une partie des réponses qu'on va vous présenter tout de suite tiennent compte de ces enjeux. Et du coup, si on passe à la diapo suivante, ce que leur disent aussi les formateurs du réseau Canopé, non, juste précédente, ce que leur disent les formateurs du réseau Canopé quand ils vont à leur rencontre, c'est que déjà, quand on propose un accompagnement et une éducation à l'intelligence artificielle, il n'y a pas nécessairement la contrainte de convoquer l'outil numérique directement. Interagir avec des IA génératives, ça repose sur des compétences qui sont liées à la langagière, qui sont liées à la maîtrise de la langue, et on n'a pas besoin, pour travailler ces compétences, nécessairement de convoquer l'IA. Interagir avec des modèles d'IA, c'est aussi posséder les fondamentaux de la pensée computationnelle. Là encore, ça peut se faire de manière débranchée, ça peut se faire très jeune. Et puis, les modèles génératifs et les modèles d'IA font appel aussi aux compétences du 21e siècle, créativité, compétences relationnelles, pensée critique. On l'a complété aussi avec l'idée d'un relatif esprit encyclopédique, c'est-à-dire une assise solide sur les compétences disciplinaires et la capacité à tisser du lien entre ces différents savoirs. Des élèves qui sont outillés, qui sont assis sur ces types de compétences, sont quand même des élèves qui sont armés pour interagir avec les modèles de langage. Alors maintenant, compte tenu de ce cadre, que font les enseignants ou qu'est-ce qu'on observe sur le terrain en termes d'accompagnement? Et effectivement, ce sont des compétences de haut niveau. Et d'ailleurs, un des premiers éléments qu'on a communiqué à la communauté éducative, c'était sans doute que ces intelligences artificielles appelaient à un niveau d'exigence supérieur, et notamment en termes de maîtrise de compétences. Et justement, c'est ce que fait Nicolas Bagné, c'est un professeur de lettres qu'on a rencontré et qu'on suit régulièrement, notamment sur les réseaux sociaux, mais aussi en proximité. Lui, en fait, il a constaté effectivement que ses élèves utilisaient le modèle de langage, ChatGPT en l'occurrence, pour répondre à des consignes qu'il donnait pour des devoirs à accomplir en dehors de la classe. Il a décidé de ne pas lutter contre ces pratiques-là, mais de les accompagner. Et donc, du coup, en termes pédagogiques, ce qu'il propose à ses élèves, c'est notamment des séances de débat dans la classe, notamment autour d'un dispositif constitué autour d'une échelle, où il invite les élèves à se positionner dans des situations pédagogiques et à déterminer si convoquer l'intelligence artificielle pour répondre à la situation en question, c'est de la triche ou c'est pas de la triche. Et donc, il ouvre la question avec ses élèves sur qu'est-ce que tricher avec ChatGPT, qu'est-ce que ne pas tricher avec ChatGPT. C'est pas lui qui apporte la réponse, c'est les élèves qui en débattent. Et pour accompagner ces pratiques, il n'hésite pas non plus à faire des suggestions de prompting ou d'interaction avec le modèle de langage pour répondre à aux consignes données, mais toujours avec un souci d'exigence qui va faire que c'est l'élève qui va développer du savoir et des compétences
plutôt que d'inviter la machine à résoudre le problème à sa place. Et en ce faisant, il arrive donc à proposer positivement un accompagnement à ses élèves et à les emmener vers des visées ou des interactions de type qui soient exigeantes. Alors, c'est nébuleux. Peut-être que c'était... Peut-être faire une pause, peut-être si jamais il y a des questions, Bénédicte. Alors, la question, c'est nébuleux, effectivement. Peut-être Christine peut-elle compléter sa remarque de manière à ce qu'on puisse y répondre de manière pertinente. Il y avait un ensemble de questions sur la question de la pensée critique. L'idée, c'est que vous avez développé la créativité, la pensée critique, avec ce besoin de formation, et puis une participante mettant en relief, mais en fait, finalement, est-ce que ce n'était pas déjà des besoins précédents? Alors, je trouvais ça intéressant que peut-être vous nous réexpliquiez pourquoi on remet l'accent aujourd'hui, notamment sur la pensée critique. Moi, en tant qu'ingénieur pédagogique, sur l'IA, c'est sans doute la notion que j'entends le plus souvent. Et peut-être, voilà, c'est revenir un petit peu sur ces éléments-là, si c'est possible pour vous. Alors, sur les éléments qui sont liés aux compétences, en fait, on s'est basé pour constituer cette diapositive sur le travail qui est réalisé par Bastien Mas de la chaire Rolia à l'UNESCO, donc qui est basé à Nantes, et sur tous les travaux qui ont été constitués par Margarida Romero sur les compétences du XXIe siècle. Très tôt, en fait, quand on a commencé à dialoguer avec les enseignants sur ces questions d'intelligence artificielle, ils nous ont manifesté le besoin, effectivement, de développer une pensée critique. On était dans la crainte de la fake news, notamment généralisée, sur comment on va certifier ou on va être en mesure de prendre une position et un arbitrage par rapport à un contenu qui est généré par une IA, qui donc, du coup, un contenu ou une réponse à une question donnée qui est de l'ordre de la probabilité avant d'être de l'ordre d'avoir une valeur scientifique. C'est ces éléments-là, en fait, qu'on indique par cette idée d'esprit critique. Mais merci à vous. Il y avait des questions. Je me permets de relire en même temps. J'étais en train de répondre à une question et mon cerveau n'a pas réussi à tout faire en même temps. Il y avait la question sur la triche et l'évaluation. Est-ce que vous nous avez présenté un cas d'usage, en fait, où effectivement on va demander aux évalués de se poser la question de qu'est-ce qu'eux considèrent comme de la triche? Est-ce que sur l'évolution de l'évaluation, c'est un sujet qui est déjà revenu plusieurs fois dans le chat. Est-ce que de ces ateliers avec les enseignants, vous auriez ou des constats ou des remarques générales à partager? On a eu un échange notamment avec une enseignante de philosophie sur ces questions dont il va être un petit peu question ensuite, mais sur une autre thématique. Et ce que nous disait cette collègue de philo, c'est qu'elle en avait assez d'évaluer ChatGPT quand elle se basait en fait sur les restitutions écrites de ses élèves. Donc en termes d'évaluation, elle a décidé de se centrer non pas sur l'écrit final, mais sur les écrits intermédiaires qui lui permettent en fait d'évaluer la manière dont les élèves construisent leur pensée. Donc elle utilise plus elle évalue plus le brouillon en fait que l'écrit final. C'est une des pistes qu'on a pu observer sur le terrain. Alors, je pense qu'il y a des questions en fait sur est-ce que vous avez des exemples concrets, précis de pratiques en classe avec une situation concrète? Voilà, je pense qu'il y a des attentes par rapport aux aspects pratiques et concrets ou des témoignages ou des exemples précis qui peuvent être donnés pour illustrer ce que vous exposez. Peut-être qu'on peut passer à l'exemple suivant du coup, qui est vraiment une situation de mise en activité d'élèves. Alors ça, c'est une proposition, alors c'est toujours bien évidemment des enseignants qui travaillent sur les humanités et qui, on a souvent des exemples qui portent en tout cas sur professeurs d'histoire géo, professeurs de philosophie et professeurs de lettres. Un exemple, c'est un dispositif qui est mis en place par un enseignant d'histoire géo, donc Paul Fermont, qui souhaite travailler donc l'esprit critique de leurs élèves
avec un dispositif de chronique alternative. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir essayer de faire créer avec des élèves des scénarios uchroniques qui vont utiliser différents ressorts créatifs, essayer de trouver un point d'histoire pour lequel ils vont essayer de trouver une dérivation de l'histoire à partir d'un fait, par exemple, scientifique ou par exemple un fait sociologique. Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir leur faire imaginer une autre version de l'histoire et de pouvoir s'appuyer sur certains repères historiques ou scientifiques. Et donc, ils vont leur faire créer donc, des situations qui vont engager des temps de créativité et puis un recul aussi sur la véracité des informations que les élèves vont pouvoir essayer de produire. Alors, ça va nécessiter bien évidemment une recherche, une documentation historique et de travailler sur des compétences de réflexion. Sur la démarche, il va mettre donc en activité ses élèves et puis envisager à travers la composition de prompts des dérivations de l'histoire. Est-ce qu'il y avait peut-être des questions sur cette thématique-là? J'ai fait ce qu'il ne faut pas faire, je vous ai écouté, j'ai arrêté de regarder. Donc je laisse Marie et Axel m'aider si jamais ils ont été meilleurs élèves que moi dans leur rôle d'animateur. Alors, est-ce qu'il y a des exemples pour le primaire, en fait? C'est une question de Serge sur les élèves de primaire. Nous, personnellement, on n'a pas de retour aujourd'hui d'enseignants du primaire ou d'expériences qui auraient été menées. On sait qu'il y a eu des volontés ou des idées pour notamment faire produire des images à des élèves du premier degré. Et l'idée, c'était de voir, en fait, avec ces élèves, de les inviter en fait, à écrire des textes qui soient suffisamment précis dans les choix de vocabulaire, etc. Suffisamment précis dans la description pour qu'ils soient en mesure de produire des images. Mais on n'a pas eu de retour sur... déjà, on ne sait pas si ça a vraiment existé, cette expérience. Elle était en projet. Et on n'a pas eu de retour sur le déroulement de ce projet. Mais l'idée, en fait, là, c'était vraiment d'utiliser la capacité des machines à produire des images à partir du texte pour développer les compétences langagières des élèves. Moi, d'un point de vue personnel, c'est le seul projet que j'ai eu à ma connaissance, mais je ne peux pas dire s'il a abouti. Des propositions souvent aussi émanent de certains professeurs des écoles pour lancer des projets d'écriture. Et donc, par exemple, d'utiliser, bien évidemment, sous la guidance de l'enseignant, d'utiliser des outils de génération d'images et de travailler sur des logiques de contexte et de vocabulaire, et puis de pouvoir proposer aux élèves des illustrations qui sont, en tout cas, inspirés des thématiques ou des traits de narration qu'ils ont envie de lancer et de pouvoir les lancer sur l'écriture. Se projeter sur une image permet également de lancer des projets d'écriture qui se feront à ce moment-là déconnectés. En tout cas, ça permet d'avoir une ouverture sur par exemple des univers ou par exemple sur des faits historiques. Et donc on aura l'utilisation des IA génératives d'images, par exemple, pour engager et accompagner des narrations. Ça, c'est des exemples qui ont pu être partagés par des enseignants du premier degré. Okay. Merci beaucoup. Excuse-moi, Marie. Et pour en fait, donc l'angle d'élève, donc Serge demande si il y a comment est-ce que vous pourriez donner des guides, en fait guider en fait les profs dans l'outil dans l'aide, les outils qui vont les aider à faire leur travail en fait, donc comme les quiz, donc les outils d'IA qui peuvent les aider. Est-ce que vous avez des guides, des conseils ou des expériences à partager sur ce sujet-là? Effectivement, ça a été un de notre première
même de nos premières interventions, c'était de pouvoir faire tester des outils d'IA générative pour accompagner la préparation de la classe afin que les enseignants puissent avoir un premier niveau de maîtrise et de compréhension du fonctionnement des intelligences artificielles. Des formations sont proposées par Réseau Canopé avec un travail sur, par exemple, un champ thématique qu'on va pouvoir soit aborder sous la forme de préparation d'une séquence ou, par exemple, soit sur la scénarisation d'une séquence de manière globale pour ouvrir un champ de possibles lorsque l'enseignant découvre parfois une thématique pour travailler. Et puis, parfois, ça va être aussi pour créer des activités. Alors, bien évidemment, il y a des outils qui sont développés par des techs, mais les enseignants ont la possibilité quand même de rester maîtres de leur production en utilisant directement des IA génératives. D'autres propositions aussi tournées autour de comment est-ce qu'à partir d'un média ou d'un support, on peut le transformer. Donc, par exemple, la retranscription d'un son, d'une image, d'une vidéo en texte permettait aussi de pouvoir avoir deux supports différents pour les élèves et après de retraiter, par exemple, ce texte pour pouvoir créer des quiz. Alors, certaines applications proposées par des techs intègrent tout ça et vont directement absorber du contenu et puis faire une proposition avec différentes typologies d'activités. Je pense bien évidemment à la solution Knowledge qui a déjà quand même été pas mal déployée et qui, en tout cas, est toujours sur des phases d'expérimentation. Je sais que certaines délégations régionales académiques au numérique ont pu, en tout cas, déclencher quelques tests avec des formateurs et puis des enseignants. On attend d'avoir un petit peu de retour. Également, chez Réseau Canopé, une expérimentation est en cours, notamment pour outiller des formateurs, mais on le pense également pour pouvoir envisager outiller les enseignants directement et les accompagner pour, en tout cas, faciliter la scénarisation ou la création de ressources. En fait, ça passe par notamment des ateliers de prompting qui sont dédiés en fait à des objets spécifiques. Produire un contenu pédagogique, produire un scénario de cours, adapter, différencier une proposition de cours. Et puis aussi, ça passe notamment par du dialogue autour de documents pour rentrer dans l'analyse de documents. Ce matin, on avait une réunion ou une rencontre avec des formateurs. C'est des pistes d'usage qu'on leur propose aussi. C'est d'interagir avec des modèles de type chat PDF. Vous rentrez, où ils sont invités à rentrer en fait dans l'outil des contenus ou des corpus, et ensuite à dialoguer via le modèle de langage, à dialoguer avec le corpus pour le simplifier, s'auto-évaluer, etc., etc. Ça, c'est des pistes qui intéressent les enseignants. On a eu aussi, là, il était question d'évaluation, il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, un échange dans l'académie de Corse, où en fait, un enseignant en SNT nous expliquait que, en fait, quand il a reçu ses élèves en début d'année, il était absolument emballé par la capacité qu'avaient les élèves à coder. Et une fois qu'il les a mis en classe, en mode déconnecté, à produire des lignes de code, il est tout de suite, il y a eu un désenchantement très fort de sa part, parce qu'il s'est rendu compte en fait que les élèves ne savaient pas tant coder que ça. Donc, comment détecter du contenu ou comment détecter des habitudes que développent les élèves avec les modèles de langage, ça passe aussi par des situations de classe en mode débranché, où on va interroger directement leur capacité à produire des contenus à l'écrit. Et là, en l'occurrence, pour ce qui est des capacités et de la maîtrise du code informatique, ça a été pour cet enseignant-là très révélateur. La question qui se pose ensuite, c'est comment on fait pour accompagner ces élèves. Sur cette capacité aussi, et peut-être on peut passer au troisième exemple, et du coup, on va rester un peu dans le domaine de l'évaluation. Ce que proposent aussi des enseignants, c'est à leurs élèves, c'est de leur produire ou de leur proposer des contenus qui ont été générés par des modèles de langage et d'inviter les élèves à corriger ces contenus.
On a une enseignante qui propose cette démarche. C'est justement l'enseignante de philosophie dont on vous parlait tout à l'heure, Inès. Et elle le fait notamment pour essayer de redonner aussi de la confiance à ses élèves. Elle travaille avec un public d'élèves défavorisés et socialement. Et en fait, elle s'est rendue compte qu'une partie de ses élèves pouvaient se décourager dans le geste de produire des écrits. Pourquoi? Parce qu'en fait, le modèle de langage le fait plus vite et parfois mieux qu'eux. Du coup, elle n'hésite pas à faire produire, dans le cadre de son travail de prof de philo, des copies à des modèles de langage avec des prompts très simples. Donc, la machine produit un écrit moyen, voire insipide. Et les élèves sont invités à lire les contenus générés, à les corriger et à les augmenter, ce qui est une tentative pour sa part de voir si on ne peut pas redonner de la sorte de la confiance aux élèves et aussi de leur faire toucher du doigt les limites que rencontrent ces modèles dans la production, dans la production de contenu, puisque s'ils savent manipuler de la langue, on l'a dit, ils produisent, ils produisent de manière statistique et justement pas en utilisant. Je crois qu'on n'entend plus les Oui, intervenants. les intervenants ont un petit frisage, je ne sais pas comment on le dit. Je les contacte et je reviens tout de suite. Merci à vous. Bon, un nouveau problème de son avec ces intervenants. Ah, je crois qu'ils sont revenus. Vous êtes à nouveau de retour? Bon. On est de retour. Pourtant, Poitiers est bien connecté. Hein. On est dans la capitale de l'éducation. Bon, donc, on vous laisse continuer alors. Oui, j'ai pu voir dans le chat évoquer des chatbots éducatifs. Alors, on avait suivi il y a un peu plus de 2 ans une enseignante sur PACA qui travaillait justement sur les chatbots de révision avec des thématiques. C'était sur le domaine de l'histoire géo. Et aujourd'hui, on pourrait avoir effectivement cette envie de penser à des outils qui sont construits par les enseignants avec leur corpus de ressources qui permettraient aux élèves en autonomie, lorsque l'enseignant n'est pas disponible pour eux, d'aller interroger ces corpus et puis les aider à réviser. On peut même essayer, et c'est quelque chose qu'on travaille et qu'on pourra développer dans des ateliers, et on aura un rendez-vous pour vous, c'est de créer un chatbot éducatif où on va conditionner le modèle de langage pour qu'il puisse solliciter et relancer le questionnement de l'élève. C'est-à-dire que en gros, l'enseignant prépare et conditionne un chatbot pour que l'élève puisse interroger son cours ou, par exemple, que le chatbot interroge directement l'élève avec différentes étapes, par exemple, d'interrogation, et puis avoir la possibilité aussi d'aller interroger des corpus que l'enseignant maîtrise dans l'outil de chatbot. Ça, c'est des usages qu'on pourra envisager et qui, aujourd'hui, sont accessibles avec certains outils. Sur la journée des outils. Et donc, on en profite pour vous inviter à une journée nationale qui sera organisée dans différents ateliers Canopé de France le 26 juin. Et on donnera toute la communication à l'équipe d'IA-Forti pour pouvoir, en tout cas, vous donner les rendez-vous sur les différents sites. Et il y aura notamment un atelier de configuration de chatbot éducatif. En tout cas, des premières amorces de tests que vous pourrez faire et que vous pourrez développer. On va essayer un petit temps de questions pour si jamais il y avait d'autres angles ou d'autres questionnements.
Moi, je citerai peut-être dans les chatbots le travail de Laetitia Allegrini qu'elle a présenté lors de notre second webinaire et qui est aussi intervenue dans la CRIA. Donc, en fait, on retrouve effectivement des synergies fortes et donc, voilà, vos questionnements sont des questionnements récurrents et voilà, c'est bien de pouvoir y apporter des contributions. Il y avait un certain nombre de questions sur... il y a des questions aussi sur comment on fait de la différenciation, etc. Donc, nous, ce soir, on parlait plus d'IA générative. Donc, voilà, c'était un angle d'approche, même si tous les questionnements sont évidemment, comment dirais-je, se regroupent et puis sont pertinents. Il y a pas mal de Bénédicte a peut-être quelque chose à apporter. On a pu voir les belles capacités des IA génératives à faire de la traduction. On a la possibilité de demander aux IA génératives de retravailler des corpus de texte avec peut-être des différents niveaux de langue pour, par exemple, travailler sur la même thématique, mais avec des élèves qui vont peut-être avoir des besoins éducatifs particuliers ou un besoin d'adaptation. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel on teste des choses, alors, rien de très assuré, mais pour lequel on a parfois quelques réussites sur des adaptations. Et effectivement, on pourrait envisager, hein, ça c'est peut-être de l'éducation fiction, mais en tout cas des outils qui permettent, par exemple, d'adapter ces contenus avec une dimension et une approche autour de la conception universelle des apprentissages, de penser tout de suite ces supports pédagogiques avec la bonne adaptation. Ça serait en tout cas des besoins qui sont très largement exprimés. Je vais partager une petite expérience d'anciens cohorts Ulysse qui devaient notamment beaucoup accompagner des collègues pour l'inclusion de ces élèves. Et les enseignants passent beaucoup de temps à adapter des contenus. Et bien évidemment, ça serait énormément de temps gagné. Je vais faire un petit point aussi sur cet aspect de différenciation avec ce qui se passe aussi en ce moment autour des intelligences artificielles et le bon proposé par les IA, notamment multimodales. La capacité qu'ont ces modèles ou ces systèmes à décoder de l'image et à le transformer en texte et aussi à produire des formats de texte parfois assez inattendus, ça peut être tout à fait utile pour différencier. Je vais prendre une expérience très simple, c'est un test qu'on a réalisé. Vous prenez une restitution, par exemple, en mathématiques, qui est faite par un élève, vous la prenez en photo, vous l'emmenez dans un outil d'IA multimodal de type ChatGPT, 4o ou Claude, par exemple, ou Gemini. Le modèle va être capable de transcrire l'écriture manuscrite de l'élève, même si elle est hésitante, en texte, en caractère d'imprimerie. Et ensuite, il va être aussi capable de détecter les erreurs d'opération réalisées par l'élève. Et surtout, en termes de restitution finale, on peut aussi lui demander de produire des démarches d'analyse ou des démarches de prise de décision qui sont sous la forme d'un arbre de décision ou d'une carte mentale, ce qui permet de différencier en fait les explications et des approches pédagogiques. Et peut-être là, les parents d'élèves aussi, si on parle de coéducation et d'intelligence artificielle, eux aussi peuvent avoir des pistes pour accompagner les jeunes enfants ou en tout cas les collégiens. Ça marche pas mal. C'est quelle IA? Moi, je l'ai testé avec Claude. Mais aujourd'hui, les modèles les plus dominants, on peut les appeler comme ça, le proposent. Enfin, vous pouvez le faire. C'est-à-dire qu'avec Gemini, Claude et la nouvelle version de ChatGPT dans la limite. Merci beaucoup. Et là, il y a beaucoup de partage de ressources, donc c'est super. Sachez qu'on capitalise ces partages et que les contributions dans le chat sont ajoutées aux documents qu'on partage avec vous en takeaway. Sur la différenciation, moi, je me souviens d'un témoignage des équipes
de la DRAN de Nancy qui parlait des effets très forts sur l'apprentissage de la langue pour des enfants allophones, sur des outils qui sont pour des petits. La question de quel âge pour l'utilisation est revenue dans le chat, mais pour voilà, la littératie, numératie, il y a des choses qui sont de très très grande qualité. Et c'est vrai qu'il faut se poser la question de l'usage pertinent, mais parfois il est vraiment, et ce serait dommage de ne pas mettre à disposition des élèves des choses qui peuvent les accompagner de manière pertinente dans leurs apprentissages. Il est 18h54, donc on va peut-être prendre ces derniers moments pour se séparer. Est-ce que, je vais noter la date du 26 et on la partagera dans le forum et dans le support. Est-ce que, Franck ou Guillaume, vous aviez ou un dernier exemple ou quelque chose que vous souhaitiez partager avec nous pour terminer ce webinaire? Non, je pense qu'en vous parlant justement du 26, on pourra s'arrêter là. Sachez aussi que l'idée du 26, c'est qu'il y a des ateliers qui seront ouverts à tous. Il y a aussi un programme de table ronde qui est prévu. Et ces tables rondes confrontent des points de vue de cadres de l'éducation nationale, de chercheurs et aussi d'enseignants. Donc, si vous voulez avoir des retours de pratique, peut-être ces journées sont l'occasion aussi d'avoir ces retours ou cette expérience de terrain et ces témoignages. Parfait. Je vais repasser la parole à Nicolas. Moi, je veux dire que je suis la mère d'un enfant de première qui passe son bac et il a été question de chatbot pour préparer les oraux. Et moi, en tout cas, dans mon cas précis, c'est en tant que mère d'élève, j'espère qu'il sera prêt pour mon deuxième enfant parce que je pense qu'on en aurait pas mal besoin. Donc, je trouve que c'est des beaux outils et des beaux projets et qui restent vraiment au service de l'apprenant parce qu'on a bien conscience que l'enseignant de français ne peut pas faire passer 15 ou 20 euros dans l'année aux jeunes qui parfois lui a quand même besoin de s'entraîner pour progresser. Donc c'est des modalités au service de l'élève et évidemment dans le cadre d'un dispositif d'apprentissage et pas dans de l'auto-formation. Nicolas, je vois ton avatar. Est-ce que tu avais envie de partager ou est-ce que ces partages d'expériences de Canopé appelaient une réflexion de ta part? Non, mais je trouve ça super, toutes les initiatives. J'ai vu aussi tous les liens qui défilaient, où j'en découvre pas mal. Donc, apparemment, les gens se sont emparés. Et après, je voulais redire, donc, tout ce qui est ChatGPT, il faut juste se rappeler qu'il y a des biais et qu'il fait des erreurs. Donc, des fois, ça peut avoir des conséquences. Alors, j'avoue que pour l'éducation, je ne m'y suis pas attardé, mais je sais que dans les ressources humaines, ils ont voulu utiliser ChatGPT pour faire des évaluations de dossiers, et selon qu'on s'appelle André ou Fabienne, on n'a pas la même évaluation. Donc voilà, il y a ce genre de choses qui traînent de façon un peu cachée. Mais... Oui, c'est ça, c'est cet effet de précaution. Moi, j'ai récemment postulé à une formation et je m'étais dit, tiens, je vais faire une petite séance préalable de créativité et il y a des choses qui ont été proposées que je n'avais pas demandé dans mon prompt et qui étaient un peu différentes de mon intention initiale. Donc, j'ai fait de facto l'expérience qu'effectivement, la précaution d'usage est quand même fondamentale. Et j'avais pas l'impression de tricher quand j'ai fait ça parce que l'idée, c'était vraiment d'accompagner, enfin, c'est les usages qu'on a déjà évoqués. J'ai vu qu'Axel aussi était revenu à la caméra. Est-ce que tu souhaitais partager Oui, je voulais juste... En quelques mots, c'est justement pour rebondir sur ce que vient de dire Nicolas Rougier. Bien sûr qu'il y a des erreurs, bien sûr qu'il y a des biais, des hallucinations, etc. Mais justement, si ces sujets-là ne sont pas abordés avec les enseignants, avec l'assistance d'un adulte qui fait faire un pas de côté à l'élève, qui le fera? Cet esprit critique développé pour les élèves, personne. L'industriel, il adresse en permanence le consommateur et l'école est là pour dire, OK, il y a la couche du consommateur, mais au-dessus, il faut une couche de citoyen avec un esprit critique. Donc oui, il y a des biais, oui, il y a des faiblesses, mais justement, ces sujets-là doivent être montrés explicitement en classe et vécu en classe. Sinon, on renvoie les élèves à leur parcours et à leur famille et ils sont en très très grande difficulté sur ces sujets-là. Donc c'est un sujet premier pour nous en fait, vraiment en haut de la pile, les sujets éducation, médias, l'information, esprit critique, développement de ses compétences de haut niveau, c'est premier devant toutes les attendus disciplinaires dès qu'on monte un peu en âge. C'est très important que ces sujets-là, sans être expert des sujets de l'IA, soient abordés avec les professeurs
quitte à dire comment tu sais que ça a été produit par une IA, qu'est-ce qui pourrait le prouver, comment on pourrait le vérifier. Donc, comment on peut comparer une production d'un manuel, d'un élève, d'un professeur et d'une IA. On fait des groupes d'élèves, les élèves se prononcent là-dessus, puis à la fin, on révèle qui a produit quoi. Et on a déjà fait un pas d'esprit critique, en fait. Donc, il faut absolument que ces sujets-là soient abordés sans attendre des experts de l'IA. Donc AI40, je reviens sur le MOOC, nous permet de nous initier à ce que peut faire l'IA, ce que doit faire l'IA en classe, ce qu'elle ne devrait pas faire en classe. On s'appuie sur des professeurs qui sont les experts pédagogiques, les experts en humanité, soyons très clairs. Et si ces experts en humanité, avec l'esprit critique, qui forment des futurs citoyens, ne s'emparent pas des sujets, on est devant des immenses problèmes à très court terme. Parce que tout le monde est focalisé sur la production de textes, mais les IA vont générer des images, y compris des images animées, sur lesquelles on ne frappe pas la différence entre le réel et le non réel. Donc il faut absolument que ces sujets-là soient abordés à l'école, quitte à faire des fois quelques erreurs en fait. Donc le ministère invite les professeurs à aborder vraiment ces sujets-là vraiment le plus souvent possible, parce que clairement c'est là et c'est dans tous les smartphones de nos élèves. Donc si c'est pas abordé à l'école, on aura un très grave problème à très court terme. Et évidemment se former. Donc INRIA, Canopé, le ministère, on propose plein de supports de formation. Il faut s'en emparer. Il y a ceux-là, il y en a d'autres, mais vraiment, il faut que les gens y viennent et s'emparent de ces sujets-là maintenant et tout de suite. Donc, les profs, les formateurs, les chefs d'établissement, etc. On a un besoin de formation systémique là. Ça s'est quasiment jamais produit. Donc, on a un enjeu devant nous et on a quelques éléments qu'on partage. Donc, qu'on soit bien qu'on n'a pas pu répondre à toutes vos questions, mais on répond à une partie et on essaie de vous outiller, quoi. Voilà, pour faire très simple. Merci beaucoup Axel. Alors il est 19h, on va se quitter. Moi je voulais aussi vous dire que je ne serai pas de la suite de l'aventure AI40 parce que mes développements professionnels m'amènent toujours dans la formation mais à un autre endroit à INRIA. Mais Marie qui est toujours là, même si on ne la voit pas, continuera. Voilà, donc je lui passe, enfin, on était déjà ensemble, mais maintenant c'est elle qui va continuer. Et vous remercier tous pour votre investissement parce que 100 personnes pour être au webinaire, consulter les ressources et faire vivre les forums, et ben, nous, les ingénieurs pédagogiques, on ne sert pas à grand-chose. Donc, on est très heureux que ce qu'on fait avec les experts puisse à un moment contribuer à votre exercice ou à votre formation. Voilà. Marie, peut-être, puisque c'est toi qui prendras le relais. On ne t'entend pas, Marie. Pardon, j'avais effectivement évité les bruits parasites en baissant le micro. Donc, merci d'être venus à nouveau très nombreux pour ce webinaire. Et puis, donc, on se donne rendez-vous au moins sur le forum du MOOC, qui est toujours très actif et enrichi au fur et à mesure du temps. Donc, voilà. Et on vous souhaite une bonne pratique de l'IA, une bonne expérimentation de l'IA dans des bonnes conditions et une bonne soirée pour terminer. Au revoir. Merci à tous. Merci.